Mouche et le kangourou. Par un bel après-midi d'été, Mouche cueillait des fleurs dans le jardin. Mouche était une petite fille qui vivait avec ses parents dans une ferme en Australie. Soudain, elle vit détaler un lièvre. Sans réfléchir, elle s'élança derrière lui. La maman de Mouche se pencha à la fenêtre de la cuisine. « Mouche, où vas-tu ? Ne t'éloigne pas trop, tu risquerais de te perdre dans la savane. » Mais Mouche était déjà loin. Le lièvre courait, s'arrêtait et regardait derrière lui comme s'il attendait. Puis il repartait en bondissant, et Mouche le suivait. Tout à coup, le lièvre sauta dans un fourré et disparut. Mouche regarda autour d'elle. Partout se dressaient des arbres et des buissons. Et ils étaient tous pareils. Impossible de retrouver son chemin. Mouche se mit à courir, en espérant apercevoir le toit de sa maison. Mais elle se fatigua en vain. Elle s'était bel et bien perdue dans la savane. Et la nuit allait tomber. Mouche s'assit au bord du sentier. Elle avait bien envie de pleurer. Si seulement elle avait mieux écouté sa maman. Quand elle releva la tête, elle vit qu'elle n'était plus seule. Une femelle kangourou se tenait devant elle. L'animal la regarda un moment, puis s'éloigna en sautillant, pour revenir un instant plus tard avec une poignée de baies sauvages qu'il offrit à la fillette. Mouche sécha ses larmes, prit les baies et les mangea. Alors, un étrange phénomène se produisit. La petite fille perçut un brouhaha. C'étaient les animaux de la savane qui parlaient tous en même temps. Et elle entendit la douce voix du kangourou qu'elle comprit parfaitement. « Tu as perdu quelque chose, dirait-on » disait-il gentiment. Mouche se demanda s'il n'était pas en train de rêver. Le kangourou parlait. « C'est-à-dire, oui, j'ai perdu mon chemin, bredouilla-t-elle. »« Tu vois, reprit le kangourou, j'avais bien deviné. Moi, c'est mon petit que j'ai perdu, et je ne m'en console pas. Mais en fouillant les buissons, on va peut-être le découvrir, ton chemin. » Mouche se mit à rire de bon cœur. Elle essaya d'expliquer au kangourou qu'elle ne parvenait plus à trouver sa maison. « Forcément, déclara le kangourou. Vous autres humains ne possédez qu'une maison. Si vous aviez des maisons un peu partout comme nous, vous ne pourriez pas vous perdre. » Mais la petite fille n'écoutait plus. Elle pensait qu'elle avait faim et soif, qu'il faisait nuit et qu'elle voulait rentrer chez elle. « Allons, ajouta le kangourou, ce n'est pas ta faute. Et puis, tu dois avoir soif. Viens, saute dans ma poche, je vais te porter au bord de la rivière. » Mouche grimpa dans la poche de fourrure que portent les mères kangourous sur le ventre, et l'animal se mit en route. Bien au chaud dans son abri douillet, Mouche se laissait bercer. La voix du kangourou l'attira de sa rêverie. « Nous approchons de la rivière, chuchota-t-il. Surtout, ne fais pas de bruit. » Mouche se décida à regarder le paysage, mais elle le regretta aussitôt. Le kangourou dévalait à toute vitesse une pente escarpée en faisant rouler les cailloux. Arrivé dans le fond de la vallée, le kangourou s'avança sur une pierre plate qui surplombait un cours d'eau. Quelques pigeons sauvages étaient perchés sur l'autre rive. « Fais attention, roucoulèrent-ils. Des humains sont venus hier soir et ils ont tué 9 de nos amis. Maintenant, les animaux n'osent plus venir au bord de l'eau pour boire et ils risquent de mourir de soif. » Mouche se pelotonna au fond de la poche, mais le kangourou continua à avancer bravement en levant la tête pour humer l'air. « Tout va bien, dit-il. Tu peux sortir. Attends-moi ici, je vais inspecter les lieux. » Mouche se cacha dans un buisson, tandis que le kangourou s'approchait de la rive. Les chasseurs ne se tenaient-ils pas en embuscade, armés de fusils derrière les roseaux? Non, il n'y avait pas de danger. Le kangourou but tranquillement, et des dizaines de petits oiseaux rassurés se mirent à volter çà et là, plongeant leur bec dans l'onde claire. Mais Mouche n'était toujours pas rassurée. Elle courut vers le bord de l'eau, se pencha pour boire 3 gorgées, puis regagna précipitamment le buisson. « Saute dans ma poche, commanda le kangourou. Il ne faut pas nous attarder ici. Les humains savent que nous sommes nombreux à venir boire à ce point d'eau. »
et il se remit en route sous le ciel étoilé, tandis que Mouche se blottissait contre sa chaude fourrure au fond de sa poche. Au bout d'un moment, le kangourou entra dans une grotte. Il s'allongea sur le sable sec et Mouche se coucha à côté de lui. Tous deux s'endormirent aussitôt profondément. Quand Mouche se réveilla, elle éprouva une sensation bizarre. Le kangourou n'était plus là et... Oh, horreur! Un affreux serpent noir se levait sur son ventre. Mouche n'osait plus faire un geste. Son cœur battait à tout rompre. Soudain, à l'entrée de la grotte, retentit un grand éclat de rire. « Ha ha ha, n'aie pas peur, je vais le tuer, ce serpent !» En tournant tout doucement la tête, Mouche vit un martin pêcheur géant perché sur une branche d'arbre. Il se tordait de rire. « Ha ha ha, elle est bien bonne !»« Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle, songea Mouche. » « Le kangourou est allé cueillir des baies sauvages pour ton petit déjeuner, expliqua le martin pêcheur. Il m'avait demandé de te surveiller. Mais j'avais une affreuse indigestion et je suis allé consulter la chouette blanche. Ce sacré serpent en a profité pour se faufiler ici. Ha 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 !» À cet instant, réveillé par le rire du martin pêcheur, le serpent tressaillit. Il glissa lentement sur les jambes de Mouche, se coula par terre et s'éloigna en ondulant vers l'entrée de la grotte. Aussitôt, le martin pêcheur fondit sur lui, le saisit dans son long bec et le secoua violemment. Le serpent se débattait furieusement en sifflant d'un air menaçant. Mais le martin pêcheur le cogna contre le tronc de l'arbre et le reptile, assommé, tomba mort sur le sol. Le martin pêcheur se remit à rire. Il riait toujours lorsque le kangourou revint. En apprenant ce qui s'était passé, celui-ci se fâcha contre l'oiseau. « Viens, dit-il à Mouche, ne restons pas ici. » Il l'entraîna dans un vallon bien tranquille et sortit de sa poche des poignées de baies sauvages pour le petit déjeuner. « Merci beaucoup, dit Mouche. Tu es vraiment gentil. Mais maintenant, j'aimerais retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. » « J'ai demandé à tous mes amis, déclara le kangourou, et ils m'ont tous répondu la même chose. »« Quoi donc ?» demanda Mouche. « Ils m'ont dit de m'adresser à l'ornithorynque. Allons le trouver. »« Qui est donc cet ornithorynque ?» questionna Mouche en chemin. « Oh, c'est une drôle de bête, » répondit le kangourou. « C'est un des plus vieux animaux d'Australie. On ne sait pas très bien si c'est un oiseau, un poisson ou quelque chose d'autre. D'ailleurs, les humains n'arrêtent pas d'écrire des livres sur lui. » Mouche et le kangourou arrivèrent bientôt au bord d'un lac. À la surface nageait la plus étrange créature que Mouche eût jamais vue. Petite, couverte de poils, avec une longue queue comme celle d'un castor et un large bec comme celui d'un canard. En les entendant s'approcher, l'ornithorynque sortit de l'eau en grognant. « Avez-vous l'intention d'écrire un livre, vous aussi? Moi qui n'aime que la tranquillité, on vient me déranger tant d'arrêt, sous prétexte que je ne vis qu'en Australie et que j'existe depuis des milliers d'années. » Et l'ornithorynque bâilla d'ennui. Furieuse, la fillette cria « Enfin, il y a bien quelqu'un qui puisse me dire où est ma maison !» L'ornithorynque se décida alors à lui répondre. « Demande à la bergeronnette, elle vole souvent jusqu'aux maisons des hommes. » « Eh bien, allons la voir, décida le kangourou. Mouche et le kangourou cherchèrent la bergeronnette pendant des heures et des heures. Elle était passée par ici, elle était passée par là, mais c'était tout de suite envolée. Impossible de la rencontrer. La nuit tomba de nouveau. Mouche et le kangourou s'installèrent pour dormir dans le creux d'un gros rocher. La fillette s'assoupit doucement en regardant la lune qui luisait dans le ciel. Soudain, elle se réveilla en sursaut. Le kangourou, debout, humait l'air d'un air inquiet. Un bruit de tam-tam résonnait dans le lointain. Mouche, effrayée, demanda en chuchotant à son ami. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des aborigènes, murmura le kangourou. Les hommes qui vivent depuis toujours dans la savane de ce pays, il nous faut immédiatement partir d'ici. »« Pourquoi ?» demanda Mouche, qui se réjouissait de revoir enfin des visages humains.
Peut-être savent-ils où est ma maison? Ce sont des chasseurs. S'ils nous découvrent, ils lâcheront leurs chiens sur nous et ils nous tueront, expliqua le kangourou. Mais si tu tiens vraiment à les voir, saute dans ma poche et surtout ne prononce pas un seul mot. Souple et silencieux, le kangourou s'avança prudemment dans la direction des tam-tams. Mouche le sentait frissonner. Soudain, elle aperçut un groupe d'hommes presque nus, rassemblés autour d'un feu. Certains étaient accroupis par terre et tapaient dans leurs mains en cadence. D'autres dansaient en psalmodiant une étrange mélopée. Leur corps était décoré de peintures rouges et blanches et leurs yeux brillaient. « J'ai peur !» murmura Mouche. « Ils ne ressemblent pas du tout aux hommes que je connais. » « C'est une impression, » répliqua le kangourou. « Les hommes sont tous pareils, ils veulent tous nous tuer. Regarde, ils miment une chasse. » « J'ai honte d'être un humain, » murmura Mouche en baissant la tête. « Allons, allons, » fit gentiment le kangourou. « Il y a aussi des humains qui ne sont pas mauvais. Ceux qui ne portent pas de bottes en peau de kangourou et qui ne mangent pas de soupe de kangourou. »« Jamais je ne ferai cela » affirma Mouche avec force. À cet instant, les chiens des aborigènes se mirent à aboyer. Ils avaient senti la présence des deux intrus. La musique cessa et des cris éclatèrent dans la nuit. Le kangourou s'enfuit en faisant des bonds gigantesques. Mais les chiens et les hommes se lancèrent à sa poursuite avec des hurlements. Le kangourou commença bientôt à s'essouffler. « Oh, laisse-moi ici » s'écria Mouche dans sa poche. « Je suis trop lourde, abandonne-moi et sauve-toi !» « Pas question » répliqua le kangourou en haletant. « C'est comme cela que j'ai perdu mon petit. » Brusquement, le kangourou s'arrêta. Il venait de sauter sur un rocher et à ses pieds s'ouvrait un profond ravin. En se retournant, Mouche vit que les hommes étaient encore loin. Mais un des chiens s'était détaché de la meute. Vite, le kangourou fit sortir Mouche de sa poche et se retourna courageusement pour affronter l'ennemi. Le chien gronda en montrant les crocs et bondit sur le kangourou. Mais celui-ci le serra très fort entre ses pattes et le chien retomba à terre, mort. Malheureusement, les aborigènes se trouvaient maintenant tout près. Le kangourou n'avait plus qu'un moyen de leur échapper, sauter par-dessus le ravin. Il remit Mouche dans sa poche et prit son élan. « Laisse-moi » cria Mouche, « tu ne... » Mais elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Le vent siffla à ses oreilles et elle sentit qu'elle s'envolait. Le saut lui sembla durer une éternité. Enfin, le kangourou atterrit de l'autre côté du ravin. Mais il perdit l'équilibre et s'écroula de tout son long, épuisé par ce prodigieux effort. Mouche se glissa hors de la poche et caressa le museau de son ami tout en sanglotant. « Je ne veux pas que tu meures, » répéta-t-elle. « Oh mon cher kangourou, dis-moi que tu ne vas pas mourir. » Mais une voix furieuse éclata. « Pourquoi ne lui donnes-tu pas un peu d'eau? Les humains sont vraiment des êtres stupides. » Mouche se retourna et vit un oiseau brun perché sur de longues pattes. C'était un butor. « Parce qu'il n'y a pas d'eau, » fit-elle remarquer. « Petite idiote » ricana le butor. « Il suffit de creuser le sol pour en trouver. » Aussitôt, Mouche fouilla la terre avec les doigts. En un instant, le petit trou se remplit d'eau. Mouche recueillit celle-ci dans le creux de ses mains et en aspergea le museau de son ami. Le kangourou ouvrit les yeux. Quel bonheur! Il était vivant. « C'est gentil de m'avoir donné un si bon conseil, » dit Mouche au butor. Mais le butor, qui est un oiseau très mal élevé, lui fit une grimace, puis il s'éloigna en se dandinant. Après avoir fait quelques pas, il se retourna et dit encore « Petite sotte, il y a un nid d'herbe bien sèche derrière ce vieil eucalyptus. Un lit parfait pour un kangourou et une petite fille stupide. »« Merci !» s'écria Mouche en aidant le kangourou à se relever et à s'installer pour la nuit. Avant de s'endormir, elle songea qu'elle avait eu bien de la chance de rencontrer tant d'amis dans la savane. Bientôt, elle dénicherait la bergeronnette qui lui indiquerait le chemin de sa maison. Au matin, quand Mouche s'éveilla, elle conta que c'était le 3e jour qu'elle passait dans la savane depuis qu'elle s'était perdue. Il faisait un temps radieux. Une grenouille coassa,
et des oiseaux se mirent à chanter. La bergeronnette se trouvait peut-être parmi eux. Le kangourou s'était remis de ses émotions et semblait reposer après sa terrible course. Mais Mouche ne voulait pas le fatiguer et elle décida de ne pas monter dans sa poche. Cependant, après avoir marché toute la matinée, elle se sentit épuisée. Le kangourou lui conseilla gentiment « Installe-toi ici à l'ombre de ce bosquet. Tu n'as qu'à faire une petite sieste. Pendant ce temps, je chercherai la bergeronnette. » À présent, Mouche ne craignait plus de rester seule dans la savane. Elle s'étendit au pied d'un arbre et s'y assoupit rapidement. Quand elle ouvrit les yeux, elle se vit entourée de toute une foule d'animaux. Il y avait là des grues, des cygnes noirs, un pélican, un wallaby, un koala, un péramel, un opossum et toute une bande de perroquets jacasseurs et multicolores. « Comme c'est aimable à vous d'être venu me voir !» s'écria Mouche. Aussitôt, tous les animaux se turent l'air gênés. Le pélican s'avança. « Nous ne sommes pas venus te voir, déclara-t-il. Nous sommes venus te juger pour tout le mal que les humains font aux animaux de la savane. Nous agirons loyalement et en toute justice. Je porterai les accusations et le cacatoès sera le juge. Les oiseaux, eux, composeront le jury. » « Comme c'est amusant !» s'exclama Mouche, pas effrayée pour dessous. Elle aimait tellement les animaux qu'elle ne pouvait croire un instant qu'il lui voulait du mal. « Ah non, ce n'est pas amusant !» dit Impi. « Regardez, l'accusé caresse la tête du juge !» Le cacatoès avait l'air de bien aimer cela, mais il se rappela à regret qu'il était juge. « Nous allons entendre le témoignage du martin pêcheur. Les humains ont tué 2 membres de sa famille. » Le martin pêcheur, qui avait sauvé Mouche quand elle était menacée par le serpent, se mit à rire doucement. « Pourquoi n'interrogez-vous pas d'abord l'ornithorynque ?» suggéra-t-il. « Les humains n'arrêtent pas d'envahir son logis et de lui poser des questions stupides. » « L'ornithorynque ne viendra pas, » annonça l'opossum. « Il ne veut plus être dérangé. »« Eh bien, faisons témoigner le koala, » décida le pélican. « Les humains emprisonnent ses frères dans les eaux. »« Non, ce jugement me fatigue, » soupira le koala, et il s'endormit sur son arbre. « Alors, nous allons écouter le kangourou, » annonça le pélican. C'est lui qui est le plus à plaindre. Les humains le pourchassent pour le manger et arrachent sa peau pour en faire des bottes. « Ha ha, elle est bien bonne !» s'esclaffa le martin pêcheur. « Le kangourou et Mouche sont de grands amis, c'est bien connu. »« Est-ce possible ?» s'étonna le pélican. « Le kangourou a donc pardonné aux humains ?»« Il faut croire que oui !» rétorqua le martin pêcheur. « Alors, je donne ma démission, » dit le pélican, et l'affaire fut close. À ce moment, le kangourou rejoignit Mouche en bondissant. Il semblait tout ému. « J'ai trouvé la bergeronnette !» cria-t-il. « Elle sait où est ta maison !» Le temps de mettre Mouche dans sa poche, et il était déjà reparti. Bientôt, Mouche entendit s'élever le chant de la bergeronnette. « Les humains te cherchent partout, » dit l'oiseau en les voyant. « Ils ont l'air si tristes et si fatigués. Tu leur as causé bien du souci, fillette. Il est trop tard maintenant, mais demain, tu me suivras et je t'indiquerai le chemin. » Ce soir-là, Mouche et son ami parlèrent longuement. « Quand tu t'en iras, » soupira le kangourou, « j'aurai l'impression de perdre mon petit pour la 2e fois. » Le lendemain matin, guidés par la bergeronnette, ils débouchèrent dans une vaste plaine où ils rencontrèrent un émeu. Cela voulait dire que les humains n'étaient pas loin, car l'émeu est un grand oiseau qui vit près des troupeaux de moutons. « Vous pouvez venir avec moi si vous voulez, » proposa l'émeu. Peu après, Mouche aperçut sa maison. Son père se tenait devant la porte, armé d'une carabine. La mère de Mouche sortit le rejoindre. « Mais c'est Mouche !» s'exclama-t-elle une fois que le kangourou se fut approché. À cet instant, la petite fille sauta de la poche de son ami et se précipita vers ses parents.
Ceux-ci la serrèrent sur leur cœur et la maman de Mouche se mit à pleurer de joie. « J'ai tout plein de choses à vous raconter », déclara Mouche très excitée à ses parents. « Mais d'abord, vous devez remercier mon ami le kangourou. C'est lui qui m'a aidé à retrouver la maison. Et il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Papa, promets-moi que tu ne chasseras plus jamais de kangourou ni aucun animal de la savane. » « Je te le promets, ma chérie, » dit le père en embrassant sa fille. Pendant ce temps, le kangourou n'avait pas bougé. Il tremblait de peur d'être aussi près des humains. Mais il sentit que le papa de Mouche lui était vraiment reconnaissant et il sut qu'il tiendrait sa promesse. Tandis que Mouche et ses parents rentraient dans la maison, il s'approcha de la porte ouverte pour voir à quoi ressemblait un logis humain. Au même moment, un tout petit kangourou bondit au dehors et sauta dans la poche de l'animal stupéfait. « Tiens !» dit la maman de Mouche en regardant par la fenêtre. « Ton ami a adopté ce bébé kangourou. Ton père l'avait trouvé la semaine dernière en rentrant de la chasse. »« Mais c'est son petit !» s'écria Mouche toute joyeuse. « Nous voilà tous heureux à présent. » Le lendemain matin, Mouche eut le cœur gros en voyant s'éloigner son ami le kangourou. Mais elle savait que désormais, les animaux de la savane australienne n'auraient plus peur de s'approcher de sa maison et qu'ils viendraient souvent lui rendre visite. Grève au cirque. La représentation du cirque vient de se terminer. Mais le directeur n'est pas content. Il sermonne Toby, le plus jeune des éléphants. « Fini, tu ne te produiras plus. Tu es bien trop maladroit. Hier, tu n'as pas arrêté de trébucher et aujourd'hui, tu m'as presque renversé. » Toby pousse un profond soupir. Il aime tant travailler avec les autres éléphants. Il porte alors de belles plumes rouges sur la tête. Et quand l'orchestre commence à jouer, il danse avec ses camarades. Mais il est parfois tellement excité qu'il ne parvient plus à suivre la mesure. Alors il s'en mêle les pattes et bouscule ses partenaires. Ou bien, comme ce soir, il malmène le directeur. C'est vrai, pourtant, il fait toujours son possible. À cette pensée, le pauvre Toby fond en larmes. « Qu'as-tu donc, Toby ?» s'inquiète Carlos le singe. Toby lui raconte l'affaire tout en sanglotant. Quand il a fini, Carlos décide d'aller trouver les autres animaux du cirque. À la fin de son récit, ils sont unanimes. La situation est grave. Les tigres se mettent à rugir, les ours grognent, les singes hurlent et les éléphants barrissent en balançant leurs grandes trompes. « Ce n'est pas juste », déclare Rudolph, le cheval dansant. « Toby est encore si jeune », ajoute Léo, le lion. « J'ai une idée », dit Hannibal, le doyen des éléphants, et il explique son plan en chuchotant. « Excellent !» affirme Carlos. « Nous commencerons ce soir même. » Le soir, une foule de curieux se dirige vers le chapiteau pour voir le spectacle. Les gens du cirque s'affairent, les clowns s'habillent et se maquillent, le directeur brosse la poussière de son haut de forme, un valet plante des plumes rouges sur la tête des éléphants, sauf évidemment sur celle de Toby, qui recommence à pleurer. Les musiciens se mettent à jouer. Le directeur se présente sur la piste, dans un rond de lumière, et entame son boniment. « Mesdames et messieurs, attention, le spectacle va commencer !» L'orchestre attaque un air de danse et les chevaux entrent en scène. Ils balaient l'air de leur longue queue, mais au lieu de danser, ils s'arrêtent pile. L'orchestre continue à jouer, le directeur du cirque fait claquer son fouet, mais les chevaux ne bougent pas d'un poil. « Et alors ?» siffle le directeur. « Pourquoi restez-vous plantés là ?» Les chevaux lui lancent un regard furieux. Puis, il se retourne et il rentre dans les coulisses. Le directeur n'y comprend rien. Il ôte son chapeau et se gratte la tête. «
Amenez les lions, commande-t-il. Mais les lions refusent de quitter leur cage. Faites venir les singes, hurle le directeur, de plus en plus rouge de colère. Mais pas moyen de les trouver. Les éléphants alors, vocifère le directeur affolé. Hannibal conduit les éléphants sur la piste. Tous se rangent en cercle autour du directeur. Puis, Hannibal dresse sa trompe et lance un barrissement assourdissant. La musique s'interrompt. Le public n'ose plus respirer. Les animaux du cirque ont décidé de faire la grève, explique Hannibal, jusqu'à ce que Toby, notre Benjamin, puisse réintégrer nos rangs. Seule son extrême jeunesse explique sa maladresse. Certes, il ne danse pas parfaitement en mesure, mais il fait de son mieux. Nous attendrons donc que Toby revienne parmi nous pour nous remettre au travail. Sur ces mots, Hannibal quitte la piste, entraînant derrière lui tous les éléphants. « Faites venir ce Toby !» crie un des spectateurs. « Oui ! Montrez-nous donc ce petit éléphant !» renchérit un autre. Quelques instants plus tard, le public réclame encore le coupable. Le directeur est bien obligé de céder. « C'est bon, qu'il revienne. Amenez-le ici. » Posté derrière le rideau, Toby a tout entendu. Il est fou de joie et piétine d'impatience. Bobo le clown lui plante vite ses plumes sur la tête. « Viens !» dit-il, et il entraîne Toby sur la piste. Toby est tellement content qu'il ne regarde pas où il marche et, d'une de ses grosses pattes, il fait tomber le clown. Le public s'esclaffe. Bobo tente péniblement de se relever et commence à poursuivre Toby. L'éléphant, lui, se retourne et cherche Bobo partout. Mais le voilà qui trébuche de nouveau et renverse son malheureux partenaire. Le public se tord de rire. Même le directeur du cirque ne parvient pas à conserver son sérieux. C'est ainsi que Petit Toby devint l'éléphant le plus célèbre du monde. Et cela grâce à ses amis du cirque qui avaient fait la grève pour le défendre. Le grand combat de Petit Fou. Petit Fou, le bouffon du roi blanc, est un triste petit bonhomme. Il passe tout le jour enfermé dans son château de bois, au lieu de rester avec les autres pièces du jeu d'échecs. C'est que Petit Fou est épouvantablement timide. Alors, il demeure seul dans sa petite chambre à lire des histoires de dragons, de vaillants chevaliers et de princesses, et il rêve d'être lui aussi un héros. Il voudrait tant manier l'épée habilement. Hélas, chaque fois qu'il veut s'exercer, son épée lui glisse des mains, et en voulant la rattraper, il tombe à son tour. Un beau matin, Petit Fou aperçoit Tentacula, l'horrible araignée. Elle serre la reine blanche entre ses pattes. « Tentacula, enlève la reine !» s'écrie Petit Fou affolé. « Je dois avertir le roi !» Et il traverse le pont-levis à toute vitesse. Les pièces du jeu d'échecs s'éveillent en sursaut. « Donnez un cheval à ce brave volontaire !» ordonne le roi blanc qui remet à Petit Fou sa grande épée. Il court jusqu'au grand échiquier où le roi blanc et ses sujets dorment encore profondément. « Au secours !» clame-t-il. « La reine blanche a été enlevée !» Au même instant, un galop retentit derrière Petit Fou. « C'est le cavalier noir. »« En garde !» hurle-t-il. « Le vainqueur ira délivrer la reine blanche !»« En garde !» balbutie Petit Fou, tandis que son adversaire fonce sur lui. Mais soudain, le cavalier noir s'arrête. « Voyons, se dit-il, je ne puis me battre avec un bouffon !» Et il se met à rire si fort qu'il tombe de sa monture, abandonnant ainsi la victoire à Petit Fou. Pauvre Petit Fou, tout le monde se moque de lui, même ses ennemis.
Mais il va leur montrer de quoi il est capable et affronter l'horrible Tentacula. Quand j'aurai sauvé la reine, se dit Petit Fou, plus personne ne rira de moi. Et il galope entre les serpents qui montent la garde autour de l'antre de Tentacula. Les affreux gardiens sifflent méchamment en sortant leur vilaine langue fourchue. Oh, gémit Petit Fou, que suis-je venu faire dans cette sombre histoire? Plus loin, il se heurte à une montagne de cubes. Grimpons là-dessus, se dit Petit Fou. J'aurai une meilleure vue. Juché au sommet, il aperçoit une haute et lugubre maison au toit délabré et aux cheminées à demi écroulées. Cette maison est vraiment sinistre, pense-t-il en tremblant. Cependant, n'écoutant que son courage, Petit Fou se faufile à pas de loup par la porte entr'ouverte. « Quel fouillis !» s'exclame-t-il dans l'entrée obscure et poussiéreuse. « Cette maison m'a-t-elle l'air inhabitée? Serait-elle hantée ?» Tout est envahi de toiles d'araignée. Le cœur de notre héros bat terriblement fort tandis qu'il monte l'escalier. Du bout de son épée, Petit Fou écarte les toiles accrochées aux marches branlantes. Enfin, tout effrayé, il arrive en haut. Alors, une porte s'ouvre avec un sinistre craquement et Tentacula surgit en roulant de gros yeux. Petit Fou, terrifié, fait un bond en arrière. Il claque des dents. Tentacula allonge une patte pour l'attraper, mais elle s'emmêle dans sa toile. Elle se met à gronder de colère, puis, brusquement, elle perd l'équilibre. Petit Fou a tout juste le temps de s'écarter et Tentacula dégringole, la tête la première, dans l'escalier. Pareille à une grosse pelote de ficelle, elle roule jusqu'en bas. Là, elle s'immobilise, incapable de bouger une patte. Rassuré, Petit Fou respire un bon coup et ramasse l'épée du roi blanc que, dans son affolement, il avait laissé tomber. « Oh !» s'exclame-t-il. « J'allais oublier de chercher la reine blanche. Où pourrait-elle bien se trouver ?» Il fouille en vain la maison. « Tant pis, je renonce, soupire-t-il. Mais brusquement, le sol se met à craquer et le plancher s'effondre sous ses pieds. Petit Fou tombe dans le vide sans pouvoir se retenir. Il atterrit avec fracas sur un sol de pierre froide. Et là, il n'en croit pas ses yeux. La reine blanche se trouve devant lui, ligotée dans les fils de Tentacula. « Pardonnez-moi d'être ainsi entré sans frapper, » bredouille Petit Fou, qui s'empresse de se relever pour libérer la captive. « Je suis vraiment ravi de te voir, Petit Fou, » s'écrie la reine blanche. « Comme tu as été courageux !» À la porte de la maison, tous les jouets attendent le vainqueur pour l'acclamer. Grâce à Petit Fou, Tentacula, l'horrible araignée, est définitivement vaincu. Tout fier, Petit Fou installe la reine sur son cheval et, en brandissant l'épée du roi blanc, il regagne triomphalement le grand échiquier. Son rêve est réalisé.